Alors bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérimentation sur le thème de la sobriété numérique que j'ai appelé Shrink My Video, donc c'est un petit outil. Avant de regarder ce que c'est et ce que ça fait, donc moi je m'appelle, Antoine Cailly, développeur à Zenica, à l'agence de Rennes et si jamais vous voulez échanger un peu, après la conférence, vous pouvez me contacter, sur mon adresse email ou par message privé sur Twitter. Donc, Shrink My Video, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour, réduire facilement la taille des vidéos et qui est disponible en ligne, donc à l'adresse, sur le slide. Je vais l'ouvrir, rapidement. Hop, donc, on a le cœur de l'interface qui est ici. Ça consiste à, choisir un fichier, sur notre ordinateur. Ensuite, on a une série de réglages pour réduire le la taille de la vidéo, avec un réglage qui est appliqué par défaut. On clique sur Start, il y a une barre de progression qui s'affiche et puis ensuite, le résultat, la vidéo, réduite, est téléchargée, sur votre ordinateur comme si vous téléchargiez un fichier depuis internet. Et puis en dessous, il y a plusieurs autres choses, mais ça, je ne vais pas m'attarder dessus pour l'instant. Donc dans la présentation, je vais commencer par parler de l'aspect réduction et ensuite je vais parler de l'aspect, facile de l'application. Donc voilà, l'interface, c'est celle-ci, on vient de la voir. Donc le cœur de l'interface, c'est vraiment juste ce petit encart-là. Et donc, à quoi ça sert? Ça sert à réduire. Donc la réduction de la vidéo, pourquoi réduire les vidéos en ligne? Donc souvent, on parle de 2 choses. L'impact sur la consommation d'énergie, c'est peut-être là-dessus qu'on parle le plus. On parle souvent d'équivalent d'une heure de Netflix, ça consomme tant d'équivalent CO2 et cetera. Et puis il y a un autre aspect qui est, l'obsolescence des terminaux qui pousse à leur renouvellement et moi dans cette démarche-là, c'est plutôt ce point-là que je voulais adresser parce que hop, je me suis perdu. J'aurais les notifs, mais je ne sais pas si ça me concerne, donc arrêtez-moi si ça me concerne. Donc je disais, l'impact de l'obsolescence, et du renouvellement des appareils, c'est l'impact sur lequel j'ai voulu me concentrer, en priorité parce que, si on regarde le rapport du greenIT.fr, qui date de 2020, on se rend compte que concernant les gaz à effet de serre, l'eau et les ressources abiotiques et ben, ça représente, la plupart des impacts environnementaux du numérique se trouvent au niveau de la fabrication. Donc c'est la colonne, Fab et on regarde le total sur la ligne du bas et on voit que c'est une part, majoritaire, voire ultra majoritaire. Il y a que sur l'énergie où, la part majoritaire, c'est plutôt, sur l'utilisation, mais on voit quand même que l'aspect fabrication, c'est non négligeable, on est à 41 et la plupart de l'impact de fabrication concerne les terminaux, des utilisateurs. Donc voilà, pour résumer, j'ai l'impression que le plus gros de l'impact est sur la fabrication si on regarde la chose dans son ensemble. Mais il y a quand même l'aspect consommation d'énergie qui existe. Et là-dessus, il y a un rapport du Shift Project en 2019 qui rapporte que sur la totalité des flux de données en ligne, la vidéo représente environ 80% de la totalité. Donc, ce serait un raccourci un peu de faire que 80% des flux en ligne représentent 80% des impacts environnementaux. Par contre, je pense qu'on peut raisonnablement dire que quelque chose qui représente 80% des flux en ligne a un impact important, d'un point de vue, consommation d'énergie, derrière. Et donc, joint à ce rapport du Shift Project, se trouvait une petite notice pour, réduire facilement, donc en 5 minutes, d'après le guide, la taille d'une vidéo tout en gardant une bonne qualité. Et donc ce guide, il explique qu'il faut télécharger le logiciel gratuit Handbrake, qui est disponible sur Windows, Mac et Linux. Donc ça s'adresse à beaucoup de personnes.
Et puis après, il y a tout un processus de réglage à faire dans le logiciel et puis à la fin, on a une vidéo où normalement il y a pas vraiment de perte de qualité, mais si la vidéo n'était pas optimisée pour, la diffusion en ligne à l'origine, il y a potentiellement des gros gains de taille. Et donc, moi j'ai voulu faire le test avec une vidéo que j'avais sous la main. Donc là, en l'occurrence, c'est une vidéo qui fait 86 mégas et d'une conférence à moi passée, et la conférence fait 25 minutes. Donc j'ai pris cette vidéo simplement parce que, elle n'était pas sur YouTube, je l'avais sous forme de fichier MP4 sous la main, donc c'était plus simple. Et donc, j'ai appliqué ces réglages-là et j'arrive à une réduction à une réduction jusqu'à 72 mégas, donc qui représente 83 de la taille originale. Donc le gain est intéressant. Il n'est pas énorme parce que, la vidéo, je l'avais déjà récupérée des organisateurs de la conférence qui eux-mêmes avaient déjà fait une passe d'optimisation pour la rendre, diffusable en ligne. Mais néanmoins, avec ces réglages, j'ai quand même réussi à faire baisser un petit peu la taille. Donc je vais essayer de vous donner des aperçus de la vidéo, mais comme je vais lire une vidéo sur mon post qui va elle-même être streamée, c'est possible que ce soit pas très, très fidèle, mais on va essayer quand même. Donc ça, c'est la vidéo originale. La journée dans la joie et la bonne humeur. C'était déjà qu'on soit bien d'accord sur le fait qu'on ne s'engage pas sur ce qu'on aura à la fin. On peut avoir une voiture de sport, on peut avoir un camping-car. Si vous décidez que c'est mieux un camping-car pendant le projet, on fera un camping-car. On était dans ce projet-là. Voilà, donc je voulais juste laisser le passage de slide. Donc ça, c'était l'original, et maintenant je vais mettre la nouvelle. Pour clôturer la journée dans la joie et la bonne humeur. Il y aurait au fur et à mesure le produit. Les clés du succès qu'on a identifiées, c'était déjà qu'on soit bien d'accord sur le fait qu'on ne s'engage pas sur ce qu'on aura à la fin. On peut avoir une voiture de sport, on peut avoir un camping-car. Si vous décidez que c'est mieux un camping-car pendant le projet, on fera un camping-car. On était dans ce projet-là, comme bien souvent. Voilà. Je vais essayer de mettre le même extrait à chaque fois pour qu'on voit la différence, mais en tout cas, là, cette fois-ci, on peut voir que la différence, elle est vraiment difficilement perceptible. Donc le contrat est rempli, on a bien réduit la taille de la vidéo tout en gardant une bonne qualité. L'idée, comme c'était une expérimentation, c'était d'aller plus loin. Donc là, j'ai essayé de trouver d'autres réglages pour réduire la taille de la vidéo. Et donc, ça correspond à plusieurs cases à cocher sur le site. Mais si on coche la réduction de la résolution, la réduction du débit audio, et puis l'ajustement d'un facteur qui s'appelle le Constant Rate Factor, qui est le facteur sur lequel on joue généralement pour jouer sur la qualité d'une vidéo, ben, si on coche tout ça, on arrive à une réduction jusqu'à 22 mégas. Donc là, on est un petit peu plus fort en termes de réduction. Ça représente 26% de la taille originale. Et au niveau qualité, bah, je ne sais pas si on va s'en rendre compte là vraiment, mais on commence à voir les impacts. Disons que si on la mettait sur une grande télé, on verrait clairement qu'il y a une baisse d'impact de qualité au niveau visuel. Je vais mettre l'extrait. Pour clôturer la journée dans la joie et la bonne humeur. Les clés du succès qu'on a identifiées, c'était déjà qu'on soit bien d'accord sur le fait qu'on ne s'engage pas sur ce qu'on aura à la fin. On peut avoir une voiture de sport, on peut avoir un camping-car. Voilà, donc là, on a clairement, au niveau des slides, on commence déjà à voir que les images sont un peu moins nettes. Et puis, sur la droite, on voit que moi aussi, je suis un peu moins net. Ça avait été décidé pour l'année entière. Au niveau audio, ça passe parce que la qualité était correcte à l'origine. Malgré le fait que la réduction de débit est assez forte, c'est pas sûr que ça passerait sur la plupart des vidéos. Mais en tout cas, pour l'instant, ça reste correct. Mais on peut sûrement aller plus loin. Mais pour aller plus loin, il va falloir sortir un peu des sentiers battus, à mon avis. Et là, je me suis inspiré d'une autre technique, donc pour le coup, qui s'applique aux images, qui s'appelle l'image dithering, et qui est souvent utilisée pour surtout les
les sites qui se disent un peu low-tech, qui essayent de grappiller un peu les kilo-octets pour faire réduire la taille de leur site. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir, enfin, l'algorithme en lui-même, il limite la palette de couleurs, mais en fait, visuellement, le résultat, c'est qu'on a l'impression d'avoir une image avec plein de trous à l'intérieur, mais on a quand même, le cerveau arrive quand même à lire le sens de l'image et à reconstituer en l'occurrence le visage de la personne. Donc c'est un peu cette idée-là sur laquelle je me suis appuyé. Ma vidéo, c'est une vidéo de conférence, donc ça veut dire que potentiellement, on pourrait réduire le nombre d'images sur la vidéo à une image toutes les 5 secondes, qui aurait le même effet que de créer des trous sur une image. Là, on crée des trous dans la vidéo. Enfin, c'est pas des trous parce que l'image reste affichée, mais bon, elle change pas pendant 5 secondes. Et ça poserait pas problème parce que, en fait, toutes les 5 secondes, on a de grandes chances d'avoir tous les slides de la présentation qui soient visibles. On change rarement de slide, deux fois de slide en l'espace de 5 secondes. Et puis, au niveau de l'audio, on n'y touche pas. Donc ça, on aurait le message original qui passerait bien. Le seul désavantage, on va dire, c'est que on me verrait pas bouger en temps réel à côté, mais ça, je suis pas sûr que ce soit très grave et que ça enlève vraiment à la qualité de la présentation. Donc, j'ai rajouté un réglage sur l'application qui permet de faire ça. Et là, les gains, ils sont encore plus élevés. Du coup, on passe de 22 mégas à 13 mégas. Donc là, on arrive à 15% de la taille originale, qui était 86 mégas, pour rappel. Donc on commence à avoir une réduction qui est quand même très intéressante. Et donc là, on va vite se rendre compte, par contre, visuellement, qu'on a, Pour clôturer perdu la journée quelque dans la chose. joie et la bonne humeur. Les clés du succès qu'on a identifiées, si on peut recommencer l'expérience et améliorer au fur et à mesure le produit. Les clés du succès qu'on a identifiées, c'était déjà qu'on soit bien d'accord sur le fait qu'on ne s'engage pas sur ce qu'on aura à la fin. On peut avoir une voiture de sport, on peut avoir un camping-car. Si vous décidez que c'est mieux un camping-car pendant le projet, on fera un camping-car. On était dans ce projet-là, comme bien souvent, fixé par un budget qui avait été décidé pour l'année entière et un délai. Voilà, donc si vous avez fait attention à la partie de droite, vous avez bien vu que je bougeais en saccadé, mais sur la partie de gauche, sur les slides, ça enlevait pas beaucoup à la lisibilité. En tout cas, je serais curieux d'avoir votre tour là-dessus. Du coup, pour résumer, on passe de 86 mégas à 13 mégas, et donc le contrat finalement de réduire une vidéo est rempli. Il y avait un autre aspect que je voulais essayer d'attaquer, c'était le fait de rendre la chose facile. En fait, si on reprend le tutoriel qui a été publié par The Shift Project, donc il demande de télécharger le logiciel Handbrake. Donc le logiciel Handbrake, il suffit d'aller sur le site, on va sur la page Downloads, et puis on choisit le téléchargement qui correspond à notre plateforme, avec des fois pour une même plateforme, plusieurs choix possibles. Donc ça peut paraître une formalité pour beaucoup d'entre nous, mais pour une part non négligeable de la population, c'est trop compliqué. Donc il y en a beaucoup qui vont s'arrêter là, qui ne vont pas aller plus loin. Ou alors, ça est faisable, mais ça prend du temps. Donc voilà, ça va peut-être du coup faire que certains s'arrêteront en route parce que ça leur a pris trop de temps pour le faire. Ensuite, il faut qu'ils installent le logiciel. Donc là, pareil, il y a toute une phase d'installation. Et puis ensuite, il faut qu'ils suivent le tutoriel. Donc là, c'est très bien détaillé. C'est vraiment, on se laisse guider et ça prend pas longtemps. Le 5 minutes, il n'est pas exagéré. En revanche, il y a peu de chances qu'au bout de la première fois où vous avez suivi ce tutoriel, vous le connaissiez par cœur et vous soyez capable de le refaire sans le relire. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez devoir vouloir réduire une vidéo, il faudra retrouver le tutoriel, l'ouvrir et puis le suivre pas à pas. Donc là encore, il y a une petite friction à l'utilisation qui est non négligeable.
Donc, l'idée derrière cet outil-là, c'était de le rendre accessible à la plus grande partie de la population possible. Et pour ça, pardon, pour ça, je me suis inspiré de l'image dithering, encore une fois, mais cette fois-ci, je me suis inspiré des outils que j'utilisais moi pour appliquer ce traitement-là sur les images. En fait, je pourrais très bien utiliser un plugin sur un logiciel de retouche d'image, par exemple, il en existe. Mais dans les faits, quand j'ai besoin de le faire, je m'embête pas, je vais sur un outil en ligne, je mets mon image, je clique sur appliquer et puis je récupère l'image en retour. Donc c'est vraiment une utilisation que je fais parce que c'est juste plus simple de passer comme ça, de passer par là. Et pareil pour l'optimisation des images, il y a d'autres sites qui le font en ligne et j'ai tendance à passer par là. Donc l'idée, c'était de proposer la même chose pour la réduction de la vidéo. Et du coup, vous l'avez peut-être noté, le réglage par défaut dont je parlais tout à l'heure, c'est les réglages du Shift Project. Donc ça permet d'automatiser complètement tout ce qu'il y avait besoin de faire précédemment. Il n'y a plus de logiciel à installer, il n'y a plus de configuration, de tutoriel à suivre avec des réglages spécifiques. Ici, là, si on veut juste recopier ce qu'on faisait avec le tutoriel du Shift Project, on a juste à choisir un fichier, cliquer sur Start, et on a le résultat. Donc au niveau facilitation, je pense qu'on est un cran au-dessus. Mais il y a quand même ce côté installable de Handbrake qui est intéressant parce que il ne nécessite pas une connexion. Si j'installe un logiciel, si j'installe Handbrake, après je peux me déconnecter d'Internet et j'ai pas besoin d'Internet pour réduire ma vidéo. Du coup, la Shrink My Video, j'ai fait en sorte que ce soit une progressive web app. Donc c'est quelque chose qui est supporté sur beaucoup de navigateurs, pas tous, mais c'est pas grave parce que même si c'est pas supporté, le site s'affichera quand même. Et pour les navigateurs qui le supportent, ça permet d'installer l'application comme si c'était une application classique. Et du coup, ça a le même avantage que si on avait installé un logiciel classique. J'ai oublié de préciser aussi, je le précise dans l'outil, il n'y a rien qui part de l'application. C'est-à-dire que la vidéo, quand on la met dans l'application, elle reste sur le poste de l'utilisateur, elle n'est pas envoyée sur un serveur quelque part. Il n'y a pas de tracking, il n'y a pas de pub, et l'application en elle-même, elle fonctionne hors ligne. Donc on a bien les mêmes avantages que si on avait une application native, c'est-à-dire qu'elle peut vraiment fonctionner en déconnecté. Et il y a un troisième point dont je n'ai pas encore parlé, mais qui me paraît important, c'est que si dans un mois l'application venait à disparaître, son intérêt serait limité. Du coup, l'idée, ce serait de la rendre utilisable pendant un laps de temps le plus grand possible, et du coup de la rendre maintenable à faible coût, on va dire. Et donc pour ça, l'approche que j'ai choisie, c'est de faire un site statique. Donc du HTML, CSS tout simple, écrit à la main, sans framework, JavaScript, React, Angular, Vue, etc. Du HTML, CSS comme on apprend à l'école pour ceux qui ont fait des études d'informatique, qui n'est pas minifié, il n'y a pas de phase de génération. Donc, si vous regardez les sites du site, c'est vraiment le site tel que je l'ai écrit, il n'y a pas eu de transformation entre-temps. Donc, ça veut dire que si vous voulez comprendre comment c'est fait, vous avez juste à ouvrir le code source du site, afficher le source de la page, et vous allez voir comment ça fonctionne. Et avec un minimum de JS, dans le sens où j'étais obligé d'ajouter du JavaScript pour la partie encodage. Mais pour tout le reste, il n'y en a pas du tout. Il y a juste la partie encodage. Et donc, je disais, pas de tracking, pas de pub, donc pas de requête externe. Et puis, open source, donc ça veut dire que tout le monde est capable il est possible à tout le monde d'aller
sur le repository et puis de récupérer le code du logiciel et puis de le republier quelque part d'autre. Si vous voulez le faire, allez-y, hein, clairement, moi ça ne me gêne pas du tout. Cette approche un peu simplifiée d'un site statique et qui est un peu autoporteur, eh ben, ça permet qu'il est plus facilement sauvegardable. Et donc, il y a le site archive.org qui a une machine qui s'appelle la Wayback Machine. En fait, le principe, c'est que ça parcourt Internet et ça prend des sauvegardes des sites à intervalles réguliers au cas où ces sites disparaissent. Et ben, actuellement, il y a une sauvegarde qui a été faite le 11 février 2021. Donc ça veut dire que si mon site disparaît, il sera toujours accessible via cette adresse. Donc quelqu'un pourra aller rechercher le site à cet endroit-là et le republier s'il en a envie. Et au niveau traitement vidéo, je me suis appuyé sur une librairie FFmpeg qui est un incontournable, on va dire, de l'encodage vidéo. Incontournable parce que bah, ça fait longtemps que ça existe et c'est très populaire, mais aussi parce que c'est utilisé par d'autres acteurs qui sont eux aussi populaires et très utilisés, etc. Donc en fait, il y a une sorte de toile de dépendance qui fait qu'il y a peu de chances que cet outil disparaisse du jour au lendemain, parce que ça voudrait dire que les autres outils qui en dépendent devraient trouver une solution alternative. Il y a de plus grandes chances qu'ils participent à la maintenance de FFmpeg plutôt qu'ils trouvent une solution alternative. Et pour faire fonctionner les deux, c'est-à-dire l'aspect site web et FFmpeg, eh ben, il y a une petite brique qui vient s'ajouter entre deux, qui est une compilation de FFmpeg, une version de FFmpeg qui est exécutable dans le navigateur via le WebAssembly. Et cette brique-là, par contre, c'est peut-être le maillon faible de la chaîne, c'est-à-dire que je parierais pas du tout d'argent sur le fait que ça restera maintenu ad vitam aeternam. Et en plus, ça se base sur le WebAssembly, qui n'est pas forcément une technologie qui est supportée partout, et notamment pas sur Internet Explorer. Donc là, on peut se dire qu'il y a quand même un souci. Et c'est clairement là que j'ai mis mon compromis. C'est-à-dire que si j'utilisais pas ça, j'avais pas moyen de rendre ça aussi facile d'utilisation et en retomber sur quelque chose qu'on avait besoin de télécharger et d'installer. Et du coup, la solution n'était pas forcément meilleure que ce qui existait déjà. Donc clairement, là, c'est mon compromis, c'est-à-dire d'utiliser le WebAssembly. Et pour limiter ce risque de maintenance à long terme, j'ai essayé de faire d'autres choses à côté, et il y a un commentaire sur le site Hacker News où j'ai posté l'outil qui le résume bien. C'est que l'outil, il permet non seulement de réduire la vidéo, donc c'est un service qu'on rend, mais il y a aussi une partie qui essaye d'éduquer les utilisateurs à utiliser FFmpeg pour faire le même boulot que l'appli. C'est-à-dire que si on retourne sur... non, raté. Si on retourne sur le site, si je clique sur Technical Details, là, on va retrouver le lien vers, enfin, une explication de ce que je viens de vous dire, que ça utilise ces deux librairies-là. Et ça dit, vous pouvez télécharger FFmpeg et essayer ces réglages directement sur votre ordinateur, et ça fera exactement la même chose que ce que fait l'application. Donc ça a un double avantage, comme le disait le commentaire. C'est que d'un côté, ça permet de rendre un service, bah, si jamais l'application ne marche plus, il y a toujours cette solution alternative qui consiste à le faire soi-même avec cet outil-là. Et puis, ça permet d'éduquer l'utilisateur à lui dire, bah, voilà, si tu aimes bien ce que fait cet outil, mais que c'est un peu limité, eh ben, on te donne les clés pour faire plus, pour aller plus loin, pour lever les contraintes qui te bloquent. En gros, si les cases à cocher, il n'y a pas la case à cocher de réglage qui te plaît, eh ben, c'est pas grave. On a toute une explication pour te dire ce que ça fait actuellement et que tu vas pouvoir adapter pour tes propres besoins. Voilà, c'était l'intention derrière ça.
Donc pour conclure, l'objectif c'était, de cette expérimentation, donc c'est pas un produit fini, c'est pas un produit marketé, ni rien, hein, c'était vraiment une expérimentation. Donc l'objectif c'était de réduire la taille des vidéos, de faire en sorte que ce soit facilement utilisable, par, le plus grand nombre d'utilisateurs et que ce soit maintenable sur le long terme, dans le sens où que ça disparaisse pas du jour au lendemain. Et pour utiliser d'autres mots, l'idée c'était de faire quelque chose d'utile, faire quelque chose d'accessible et de faire quelque chose de durable. Et ça vous dit peut-être quelque chose, c'est la définition, d'une technologie low-tech telle que le définit le Low-Tech Lab, et c'est totalement dans cette idée-là, que cette expérimentation, s'est faite.